tous, bienvenue sur Monaco Info. Comme tous les vendredis, nous recevrons en fin de journal un invité. Cette fois-ci, nous rejoindrons le directeur du jardin exotique. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec les explorations de Monaco. Nous assisterons à une connexion entre les élèves de la Principauté et le souverain. Nous reviendrons sur l'Assemblée générale ordinaire de la Société des Bains de Mer. Nous parlerons saveurs culinaires avec la conférence de presse de la Route du Goût 2017. Nous refermerons notre série de reportages consacrés à la 22e journée européenne du patrimoine. Et pour terminer, nous découvrirons l'exposition qui se tient en ce moment même à la galerie de Jonquière. Et nous ouvrons donc ce journal avec une connexion toute particulière entre les élèves de la Principauté et le souverain. Il a pu leur parler en direct du Cabo Verde où se trouve actuellement le Yersin dans le cadre des explorations de Monaco. Un reportage d'Alexandra Pani. 300 élèves monégasques ont rendez-vous avec un invité de prestige cet après-midi. D'ici quelques minutes, le prince Albert II apparaîtra sur l'écran géant pour une visioconférence depuis le Cabo Verde, deuxième destination de cette première étape en Macaronésie du Yersin. Le prince lui-même a souhaité dès le départ associer les jeunes de la principauté à ses expéditions scientifiques. Le programme des explorations de Monaco est fait pour susciter l'émerveillement, la fascination, pour attirer l'attention du public et on sent qu'aujourd'hui il y avait vraiment une attente énorme à la fois vis-à-vis des explorations de Monaco et aussi d'avoir ce temps de partage privilégié avec le prince qui a souhaité donner la primeur de son expérience et de ses retours aux jeunes scolarisés en principauté. Une dizaine de questions sont adressées au prince souverain, des questions plus personnelles de la part des tout-petits, aux questions sur les espèces menacées ou la sauvegarde de l'environnement chez les collégiens et lycéens. Tous les sujets y passent. Malgré le trac, tous réussissent brillamment l'exercice. J'avais un petit peu peur et après, ma copine elle m'a dit il n'y a pas à avoir peur. Du coup j'ai posé la question et tout allait très bien. Le souverain souhaitait s'adresser en priorité aux générations futures, une jeunesse qui agit déjà pour la protection de la planète. Moi déjà je jette pas des déchets, je trie. Et après quand il y a des personnes qui ont jeté des déchets par exemple juste devant moi, je les ramasse et je les mets à la poubelle. Ils auront tous le loisir de recommencer l'exercice prochainement car au cours de ces 3 ans d'exploration scientifique, des conférences, animations et expositions permettront à tous les élèves de la Principauté de prendre part à cette aventure. La Société des Bains de Mer vient d'organiser son assemblée générale ordinaire des actionnaires ce vendredi au Sporting, suivie d'une conférence de presse. Fabien Bonilla vous en dit plus. Une assemblée générale ordinaire présentée aux actionnaires de la Société des Bains de Mer, l'occasion de faire le bilan annuel de l'exercice 2016-2017. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 458,8 millions d'euros contre 461,4 sur l'exercice précédent, soit depuis 3 ans un résultat quasi stable. C'était une année assez conforme à nos prévisions et assez comparable aux 2 années précédentes, qui sont des années marquées par la difficulté que nous avons opérée en raison des travaux qui s'effectuent au sein de l'Hôtel de Paris et sur l'ensemble de la place du Casino. Donc les 3 derniers exercices en fait sont assez similaires. Le périmètre évolue un peu, on a plus ou moins de chambres à l'Hôtel de Paris, il y a plus ou moins de camions qui traversent la place. Mais bon, on est toujours dans un chiffre d'affaires autour de 460 millions d'euros et des pertes opérationnelles, je parle de ça avant Betclic, avant les frais financiers, de l'ordre de entre 30 et 32 millions. Voilà, ils sont presque du copier-coller sur les 3 exercices. Le secteur des jeux est en légère baisse, le secteur hôtelier lui résiste bien. Quant au secteur immobilier, il continue de progresser. Lors de la conférence de presse, Jean-Luc Biamonti, sous forme de boutade, s'est dit être un président heureux avec de mauvais résultats. Je pense qu'on a fait beaucoup de travail de fond, qu'on n'en voit pas encore les résultats et les bénéfices. Et que ça doit être assez frustrant pour les actionnaires parce que les pauvres, ça fait 3 ans que je leur raconte un peu la même chose et qu'ils se retrouvent avec à peu près le même chiffre d'affaires et à peu près les mêmes pertes. Mais la raison pour laquelle je suis plus optimiste et presque heureux, c'est que je vois vraiment le bout du tunnel. Je crois cet été s'est bien passé.
On a des joueurs qui sont revenus, des joueurs qui sont plus satisfaits. Je crois qu'on ne s'est pas trompé, que ce qu'on fait, ça a l'air plutôt bien et qu'au fur et à mesure qu'on réouvre, il y a de l'attirance par nos clients et que la clientèle est satisfaite. Donc on va vers le mieux, quoi. C'est pour ça que je suis assez heureux et assez optimiste pour les années à venir. Parmi les grands chantiers ou projets à venir, la rénovation de l'Hôtel de Paris, la construction du One Monte Carlo, l'inauguration prochainement du Café de Paris à Macao. La SBM souhaite également développer certains événements en principauté, tels que le dîner surréaliste, où les meilleurs clients de la SBM étaient invités l'an passé à une soirée, comme son nom l'indique, surréaliste. Pour finir, la Société des Bains de Mer souhaite améliorer son offre de jour, comme ouverture au moins une fois par semaine du Jimmy's l'après-midi. Au chapitre culinaire à présent, Paolo Sarri présentait La Route du Goût 2017. À l'occasion d'une conférence de presse, le chef en a profité pour mettre en avant son potager bio. Christine Datomel était sur place. C'est au milieu des courges et des poivrons gorgés de soleil, au cœur de son petit paradis perché au-dessus de la principauté, que Paolo Sarri, seul chef certifié biologique au monde, a présenté la nouvelle édition de La Route du Goût. La gastronomie biologique, l'écologie, la santé, la jeunesse et le sport seront de nouveau mis à l'honneur. L'objectif, récolter des fonds pour la reconstruction d'une école en Italie suite aux dégâts causés par les tremblements de terre et pour la création d'un institut hôtelier et culinaire à Madagascar. Je pense que bien sûr c'est une initiative magnifique, c'est vraiment une très très bonne idée. Ça tombe avec un timing absolument parfait puisqu'on est dans l'année du développement durable selon les instructions de l'Organisation mondiale du tourisme. Et puis le développement durable en termes de tourisme notamment mais aussi de cuisine, c'est bien évidemment sur tous les plans même ce que souhaite notre souverain depuis toujours. Les derniers 30 ans et plus 40 ans, on a abusé un peu de la nature. On a pris de la nature plus de ça qu'on pouvait prendre. Et maintenant, c'est arrivé le moment de redonner un peu à la nature tout ça qu'on a pris. On essaie de convaincre, pas de convaincre, mais de jouer avec les enfants parce qu'on a compris que les enfants sont la force de la nation. Et aussi les enfants sont eux qui, dans leur innocence, ils trouvent la solution tout de suite. Des projets pédagogiques ont donc été mis en place pour cette route du goût. 10 binômes composés d'un enfant et d'un chef seront en compétition pour la préparation d'un grand dîner biologique. En parallèle, des tournois de tennis, des démonstrations culinaires et des concours d'innovation écologique seront organisés. Un grand marché réunira les producteurs biologiques et 8 chefs étoilés prépareront une grande soirée de gala. À noter donc dans vos agendas la route du goût du 12 au 15 octobre. Suite et fin de notre série Coup de projecteur sur les lieux qui ouvriront leurs portes ce dimanche à l'occasion de la 22e journée européenne du patrimoine. Le thème d'insolite est à l'honneur et le centre scientifique correspond bien à ce choix puisqu'il n'ouvre jamais ses laboratoires au grand public. Un reportage de Sandrine Nagre. Auparavant situé au musée océanographique, le centre scientifique qui célébrera ses 60 ans d'existence en 2020 domine depuis quelques années le port Hercule. Études, recherches, activités, tout ce qui est entrepris ici est directement lié à l'avenir de l'homme et de la planète. Autant dire donc que cette ouverture gratuitement est une belle manière d'associer le public. La science ne doit pas rester que dans les laboratoires. La science est quelque chose qui doit être communiqué. Il faut, souvent on imagine la science comme quelque chose de très complexe. Mais en fait, quand on explique aux gens, c'est finalement pas si compliqué que ça. Et je pense qu'il y a vraiment un intérêt pour les personnes de savoir ce qu'on fait dans les laboratoires. On imagine les laboratoires, toujours des chercheurs un peu bizarres qui font des expériences curieuses et un peu dangereuses, ce qui n'est pas le cas. On est là pour augmenter la connaissance. Le centre n'ouvre donc ses portes que très rarement aux visiteurs. Ce fut le cas par exemple en 2015. Et comme ce qui est rare et cher, il ne reste plus que quelques places pour les visites commentées de dimanche. Le programme mis en place vous permettra de découvrir les différents secteurs qui composent le CSM. Ils visiteront pendant à peu près 1 heure le laboratoire en trois parties, en fait, trois étapes dans leur visite. Première étape, c'est la biologie polaire. Pourquoi on étudie les manchots à Monaco et comment on les étudie, comment on fait des prises de son, comment on fait pour suivre les populations quasiment en direct. Puis ils viendront dans la partie département de biologie marine. Ils visiteront entre autres ici ce laboratoire qui est un laboratoire de microscopie confocale, quelque chose d'assez exceptionnel. Ils verront comment on peut étudier la physiologie cellulaire des coraux. Puis ils visiteront la salle de culture de coraux qui est quand même une des plus importantes salles de culture de coraux au monde. En tout cas, c'est la plus ancienne collection de ce type-là au monde.
Et puis, troisième étape et dernière étape de leur parcours, le département de biologie médicale. Ils discuteront avec les chercheurs impliqués dans la recherche contre le cancer, avec en quoi cette recherche est ici originale, et également des chercheurs qui travaillent sur le microbiote intestinal, sur la nage des bactéries et comment ça peut être modifié par des probiotiques par exemple. Et sachez que dans les semaines et mois à venir, vous pourrez suivre toute l'actualité du centre scientifique et de ses recherches liées notamment à deux bateaux, Tara et le Yersin. Tout ceci sur le www.centrescientifique.mc. Elles ont fait la réputation des plus grands maîtres. Les natures mortes sont un style de peinture auquel les plus grands noms se sont essayés. Jusqu'au 10 novembre, la galerie de Jonquière en propose de très belles illustrations. Le récit de Patricia Navarro. Pour sa deuxième exposition, quelques mois après son inauguration, la galerie de Jonquière joue la carte de la grande tradition avec une sélection d'œuvres toutes dédiées aux natures mortes, comme un petit clin d'œil à leur voisin, le Mayaja, qui vient d'ouvrir ses portes. Les amateurs de belles tables auront l'eau à la bouche en venant admirer ses peintures. Il faut savoir que c'est tout à la fin du XVe siècle et au début du XVIe que se crée ce style, la nature morte, immobile, archaïque, composé essentiellement d'éléments posés sur un entablement. Et nous avons ici la représentation des artistes phares du début de la genèse de cette école de peinture, avec Schlegel, Floris van Dijk, Clara Peters, Soro, qui sont probablement parmi les 5 ou 6 artistes qui ont créé ce genre. La grande force de la galerie de Jonquière, c'est de proposer des œuvres rares, des peintures dignes des plus grands musées. Ces œuvres qui sont d'une qualité muséale, et j'en veux pour exemple le tableau de Floris van Dijk, dont il existe une œuvre comparable au Mauritshuis. Mais on connaît de l'artiste, et de ce niveau peut-être 10 tableaux dans le monde. Il se fait que notre maison est consacrée à l'art ancien depuis plus de 40 ans, que donc nous collectionnons ces œuvres. Nous avons la chance d'avoir probablement les collections les plus larges et du meilleur niveau dans ce domaine. Et au-delà de ça, les collectionneurs avec qui nous travaillons sont parfois amenés, ce n'est pas le cas ici, à nous prêter des œuvres pour compléter un ensemble. Au même titre que nous prêtons des œuvres à des musées dans le cadre d'expositions thématiques. Ces natures mortes sont à découvrir jusqu'au 10 novembre à la galerie de Jonquière. L'exposition s'intitule Still Lives. Et toujours dans le reste de votre actualité monégasque, cette fois-ci en bref et en images. Depuis son lancement le 5 mai dernier, l'exposition Borderline au musée océanographique a accueilli plus de 320 000 visiteurs. Fort de ce succès, le musée prolonge cette exposition jusqu'au dimanche 7 janvier 2018. Captivantes par leur impact, les réalisations de Pasqua, 8 sculptures de taille monumentale et 2 peintures, bousculent et questionnent l'homme sur sa relation à la nature. Le Festival international de tango argentin de Monte-Carlo propose cette année une série de projections de films sur cette danse. L'entrée est libre. Monaco Danse Passion invite ainsi tous ceux qui le souhaitent à venir découvrir par le biais du cinéma l'histoire du tango. Information sur le monaco-tango.org. Petite enfance à présent avec l'une des nombreuses crèches gérées par la mairie qui célébrait ses 20 ans d'existence jeudi soir en présence du conseil communal, vous le voyez. Il s'agit de la crèche de Monte-Carlo située à proximité de l'école Saint-Charles. Cette crèche collective accueille les enfants de 2 mois à 3 ans dans une structure adaptée et agréée. Et nous terminons ce tour d'horizon avec une nouveauté que vous pouvez découvrir dès à présent sur le site monacoinfo.com qui a vu le jour et la page Facebook de votre chaîne, la sélection de la rédaction. Faits marquants, dossier de la semaine, coup de cœur, focus vidéo, œil du photographe. Chaque vendredi, ce best-of est une véritable mise en valeur de différents contenus qui vous permet d'obtenir un regard sur l'actualité un peu différent. De voir l'essentiel de l'actualité monégasque, nous avons rejoint notre invité du week-end. J'ai à mes côtés le directeur du jardin exotique, Jean-Marie Solichon. Bonjour. Bonjour Vanessa. Merci de nous accorder cet entretien dans ce lieu si magique. C'est une première pour Monaco Info. Parfait. Alors, on va commencer par le début. J'aimerais savoir
Mais finalement, l'histoire de cette grotte, qui l'a découverte? Alors, il y a plusieurs personnes qui revendiquent la découverte de la grotte, donc on ne va pas citer de nom. D'accord. Peut-être plutôt une date. La grotte a été découverte, semble-t-il, par hasard, par des ouvriers qui travaillaient à l'aménagement du jardin exotique, donc dans les années 1910. Et comment ça s'est fait? Alors tout de suite, on a ouvert aux visiteurs? Loin de là, puisque l'ouverture de la grotte est intervenue en 1950 seulement. En fait, pendant longtemps, on se demandait si c'était vraiment intéressant d'ouvrir cette grotte au public. Elle était entièrement bouchée par des roches. Seuls des spéléologues avaient la possibilité de s'y glisser. Et on comprenait bien au début que ça allait coûter très cher et prendre beaucoup de temps que d'aménager cette grotte pour la visite du public. Je pense que c'est essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale, quand la fréquentation du jardin exotique a commencé à augmenter considérablement, que les responsables de l'époque se sont dit que oui, ça valait la peine de mettre les moyens nécessaires à l'aménagement de cette grotte. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette grotte? J'ai cru comprendre qu'il y a un endroit qui atteint le niveau de la mer? Oui, mais alors pas un endroit ouvert au public en fait. Hein. Cette grotte, c'est un ensemble donc de circulation et de failles naturelles. Donc, des circulations ont été aménagées pour la visite du public, mais en parallèle, il y a plusieurs boyaux, plusieurs failles qui peuvent être parcourues par des personnes équipées. Et effectivement, certaines de ces failles descendent jusqu'au niveau de la mer, mais pour autant sans communication en fait avec la mer et sans possibilité de sortie. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont encore inexploités? Est-ce qu'on trouve des galeries inexploitées? Oui, bien sûr. Ces galeries sont inexploitées. Inexplorées, probablement pas. Je pense qu'avec l'activité de spéléo qui existe sur Monaco, tout ce qui pouvait être parcouru a été parcouru. Est-ce qu'on connaît le nombre de marches pour descendre? Vous le disiez à l'instant, c'est très compliqué justement pour les personnes âgées. Ouais. Il y a quand même un accès très, très difficile. Oui, le dénivelé de cette grotte est effectivement un obstacle à la visite par les personnes âgées ou légèrement souffrantes. La grotte s'ouvre en partie haute à peu près 100 mètres d'altitude. Et là où nous nous trouvons, on est à peu près au point le plus bas qui est à 50 mètres. Donc il y a 50 mètres de dénivelé et 300 marches. 300 marches à descendre, mais surtout à remonter à la fin de la visite. C'est le plus compliqué. Oui. À un moment, vous aviez peut-être pensé à l'aménagement d'un ascenseur? Oui, il y a longtemps, il y a plusieurs dizaines d'années, quand vraiment la fréquentation du jardin était extrêmement importante et celle de la grotte en conséquence. Oui, il y avait eu des projets de réalisation d'un ascenseur. Voilà, mais ces projets n'ont jamais vu leur concrétisation. C'était vraiment un aménagement assez onéreux et qui de plus risquait d'avoir un impact sur l'environnement de cette grotte, hein, puisque ce qui fait la qualité de cette grotte et des grottes en général, c'est que ce sont des milieux fermés avec donc un climat stable et une humidité importante, et créer un boyau supplémentaire de grande taille risquait de modifier complètement l'environnement de la grotte et en particulier de la sécher. Est-ce qu'on connaît le nombre de visiteurs? Je sais que vous n'avez pas vraiment de comptage spécifique pour la grotte, mais on imagine que les visiteurs qui viennent voir le jardin exotique descendent dans la grotte. Oui, effectivement, il n'y a pas de billetterie spécifique à la grotte, donc il n'y a pas de comptage pour la fréquentation de la grotte. On estime que entre 50% et entre la moitié et le tiers des visiteurs du jardin visitent effectivement la grotte.
sachant qu'on est aujourd'hui à un peu plus de 100 000 visiteurs par an. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Est-ce que justement les visiteurs sont plus nombreux en été, on l'imagine? Est-ce que l'été 2017 a été bon? Est-ce que vous avez un bilan à dresser? Oui, oui. Alors, donc, les visiteurs de la grotte sont essentiellement des visiteurs individuels et donc d'âge moyen et peu élevé. C'est effectivement une fréquentation centrée sur l'été et un petit peu aussi sur les fêtes du printemps, et on a aussi une bonne fréquentation en arrière-saison. Pour ce qui est de la saison d'été, eh bien, elle a été correcte, c'est-à-dire un tout petit peu meilleure que la saison d'été de l'année précédente. En fait, cette stabilité marque une évolution différenciée selon le type de clientèle. Du fait de la disparition du stationnement pour les autocars de tourisme à proximité du jardin exotique, la clientèle de groupe est en très forte baisse. Par contre, la clientèle individuelle est en augmentation de l'ordre de 10% actuellement. Voilà, donc c'est un chiffre qui est bien sûr satisfaisant et valorisant pour nous. Et donc les deux clientèles s'équilibrent. On peut dire qu'on est donc stable sur les dernières années. Pardon. Jean-Marie Soulichon, merci pour nous avoir accordé cet entretien dans ce lieu si unique. À voir et à revoir, en tout cas on le dit aux téléspectateurs, c'est vraiment un lieu magique. Merci évidemment à la mairie de nous avoir permis de tourner ici. On se quitte sur la météo, à très bientôt. Samedi, un soleil hésitant, gêné par moments par les nuages, sans grande détérioration du temps, température comprise entre 17 et 22 degrés. Dimanche, pour la journée européenne du patrimoine, un beau temps calme, quelques nuages et des températures agréables. Lundi, temps moyennement ensoleillé, apparition de nuages plus épais en cours et en fin d'après-midi, comptez jusqu'à 21 degrés pour les maximales. Mardi, des nuages menaçants dans la matinée, éclaircis dans la journée. Mercredi, rétablissement d'un temps sec et beau, température plus douce dans la journée de 16 à 23 degrés.